Bien, mes chers collègues, nous poursuivons cet après-midi nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant M. Jean-Baptiste Gourdin, directeur général des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, accompagné de Mme Julie Guy-Bellini, sous-directrice de l'audiovisuel, et de M. Jordan Dulin, chargé de mission. Madame, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, la France est dotée d'un certain arsenal législatif en matière de réglementation relative au sport et à ses diffusions. Je souhaiterais donc que vous nous dressiez un état des lieux des contraintes réglementaires existantes relatives à la diffusion des événements sportifs. Je pense ici au décret du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements sportifs d'importance majeure, dont les divers projets de modification ont, je crois, bien mobilisé votre direction au cours des dernières années. Sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec notre rapporteur Cédric Roussel. Vous avez la parole, M. Gourdin. Merci, messieurs les députés, et merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet extrêmement stratégique de la diffusion audiovisuelle du sport, sujet qui fait évidemment l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics en général et du ministère de la Culture en particulier, en raison du caractère fédérateur et rassembleur de ces programmes sportifs, des valeurs qu'ils véhiculent et des émotions qu'ils suscitent. Si vous le voulez bien, je commencerai par quelques éléments de contexte dont je m'excuse par avance parce que je crains qu'ils ne vous apprennent pas grand-chose compte tenu du grand nombre d'auditions que vous avez déjà conduites. D'accord. Ensuite, j'évoquerai à grands traits le champ de compétences de la DGMIC sur ces sujets et par quel biais nous l'abordons. Et enfin, je ferai un petit focus, puisque vous l'avez vous-même pointé dans votre introduction, sur la question des événements d'importance majeure. Alors, sur le contexte, je crois qu'il faut commencer par rappeler qu'on vit une période très particulière marquée par des transformations qui ont un impact extrêmement structurant, à la fois sur le financement du sport, bien sûr, mais aussi sur l'économie des diffuseurs gratuits, payants, linéaires, non linéaires, et in fine, ce qui est sans doute le plus important, sur l'offre qui est proposée au public. Le premier facteur qui explique ces transformations importantes, c'est évidemment l'engouement croissant des téléspectateurs pour les compétitions sportives en général, et en particulier pour les sports à forte notoriété et plus généralement, je dirais, les disciplines dans lesquelles les sportives et sportifs français s'illustrent particulièrement. On pense évidemment aux sports collectifs dans lesquels la France a obtenu dernièrement de très beaux résultats, le football, le hand, le volley, puis quelques sports individuels et collectifs comme l'escrime ou la natation. Ça a été, je crois, très bien rappelé dans plusieurs de vos auditions, et notamment par celle du président du CSA, ou désormais de l'ARCOM. Cet engouement croissant des publics, il a plusieurs effets très décisifs sur la structuration du marché audiovisuel et de la diffusion audiovisuelle du sport. Première, si on regarde un peu sur la longue période, dans ces grandes tendances, la première qu'on observe, c'est une multiplication de l'offre, une multiplication du nombre de chaînes payantes ou gratuites qui proposent d'une manière ou d'une autre du sport. On a fait le décompte, hein, on a compté, nous, aujourd'hui, pour s'en tenir à la télévision, 14 chaînes nationales et 10 groupes de chaînes qui se partagent un marché qui a longtemps été partagé en fait, entre deux acteurs historiques qui étaient Canal+ et Eurosport. Ce qui s'accompagne donc d'une concurrence exacerbée et aussi, c'est le pendant et c'est l'aspect positif de la chose, d'une croissance en volume et même en diversité des contenus sportifs proposés aux téléspectateurs. Et cette croissance est assez spectaculaire. Alors, le pendant de cet engouement, de cette concurrence renforcée et de cet accroissement de l'offre, c'est évidemment, comme on a une demande en croissance et une offre qui n'est pas extensible, la loi de l'offre et de la demande fait qu'on constate une forte inflation de la valeur des droits de diffusion,
qui ont été multipliés par 3 entre 2000 et 2020 pour atteindre aujourd'hui à peu près 1,66 milliard d'euros au total. Et cette inflation générale va de pair avec une concentration de l'essentiel de la valeur de ces droits sur une seule discipline sportive, le football, 80% de la valeur créée, et au sein de ces 80%, 40% pour le seul championnat de France de football, la Ligue 1, à rapporter aux 9% pour le rugby et 11% pour les autres disciplines. Donc derrière la courbe générale, il y a des évolutions assez contrastées. Sur le marché lui-même des droits de diffusion audiovisuelle, les conséquences sont doubles. Si on se place du point de vue des éditeurs, je le disais, il y a une intensification de la compétition, notamment de la compétition entre diffuseurs payants. Et c'est une compétition qui peut avoir des effets bénéfiques selon la théorie classique de la concurrence, mais qui peut aussi avoir des effets déstabilisateurs qui tiennent à la forte dépendance de certains diffuseurs à quelques compétitions très attractives, conjugué, je crois que vous en avez longuement parlé, à une durée des droits qui est aujourd'hui encadrée par la réglementation et qui est assez limitée, qui pose des problèmes de rentabilisation des investissements et de difficulté à fidéliser dans la durée un parc d'abonnés, d'autant que plus généralement, la transition numérique fait qu'on est passé de modèles à abonnement long à des modèles d'abonnement qu'on peut résilier au mois le mois, type Netflix. Toujours du point de vue des éditeurs, l'autre grande évolution récente liée à cet engouement des publics et à cette inflation des droits, c'est l'abandon de la diffusion de certaines disciplines qui étaient historiquement proposées en gratuit, leur transfert sur l'environnement payant. On pense à la Formule 1, on peut penser à la Ligue des champions de football, les chaînes gratuites se recentrant sur quelques compétitions extrêmement fédératrices, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, le Tour de France, Roland-Garros, et encore Roland-Garros pour partie maintenant. Et de ce point de vue-là, donc ce recentrage, on l'observe du côté des chaînes gratuites publiques comme privées, avec une exception notable quand même, qui est la chaîne L'Équipe, qui elle a une stratégie plutôt de diffusion parce que c'est son modèle et qu'elle est une chaîne dédiée au sport, de diffusion d'une diversité de disciplines, modèle qui d'ailleurs rencontre ces dernières années un certain succès commercial. Ça, c'est pour le point de vue des éditeurs. Du point de vue des téléspectateurs, je le disais, avant tout, il y a une augmentation de l'offre, de la possibilité offerte, au moins en théorie, aux téléspectateurs de regarder plus de sport qu'avant à la télévision, plus de concurrence qui, en théorie, est de nature à susciter une émulation et à faire baisser les prix. Mais le revers de la médaille, c'est, je l'ai dit, une éviction progressive du sport de la télévision en clair, qui prive les téléspectateurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir un abonnement payant de l'accès à certaines disciplines. Un accès aux programmes sportifs qui est devenu également moins lisible et moins prévisible qu'autrefois, compte tenu de l'instabilité du paysage concurrentiel, de la fragmentation des droits. Et ça peut d'ailleurs contribuer à l'expliquer, même si ça n'est pas le seul facteur, une tendance de certains téléspectateurs à se tourner vers des usages illicites en regardant sur Internet des compétitions piratées. En fait, il faut que vous... Voilà, c'est du tennis. Désolé, je vous coupe juste parce que on entend souvent, je crois que c'est 5%, et d'ailleurs, on l'utilise souvent dans notre verbatim, 5% donc, de la part d'exposition en clair du sport, des événements sportifs. Est-ce que c'est un chiffre qu'on a souvent vu? Alors, je ne suis pas là comme ça en mesure de confirmer. Appuyez, allez-y. Allez-y, appuyez. Vous m'entendez? Je ne crois pas, moi, avoir vu... Enfin, je ne connais pas la source exacte de ce chiffre. J'imagine que c'est 5% exprimé en termes de temps de diffusion. Et non pas en termes de valeur des droits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne crois pas qu'on ait, nous, connaissance de ce chiffre et qu'on soit... Comme là, dans le foot, représente, comme vous l'avez dit, 80%. Mais c'est ce que j'allais dire. Intuitivement, ça ne me paraît pas du tout aberrant. Parce que, vous l'avez dit vous-même, il y a une croissance forte de l'offre, c'est-à-dire de temps de diffusion, je comprends ça, donc on met de côté la valeur. Mais 5% de 100, 5% de 1000, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est parce que nous-mêmes, on se dit, la part reste stable. Oui, en proportion, mais est-ce que vous avez
Donc on peut supposer que le volume quand même de temps de diffusion a eu tendance, en tout cas sa part, à augmenter malgré tout. Alors, ce que je dirais, c'est qu'il est certain qu'au global, le temps de diffusion du sport à la télévision en général a progressé, ça c'est certain. Je ne suis pas si certain que ça, que la part au sein de ce temps de diffusion de la télé gratuite soit stable sur la longue période. J'en suis pas totalement certain. Donc, est-ce que l'effet volume est compensé en tout ou partie par un effet part relatif de la télé gratuite par rapport à l'ensemble de l'univers de la télévision? Je ne saurais pas le dire avec certitude. Vous avez d'autres? Donc j'en ai fini pour ces éléments très généraux de contexte. Je voulais en venir maintenant à la façon dont nous, à la Direction générale des médias et des industries culturelles, on regarde et on traite parfois ce sujet de la diffusion audiovisuelle du sport. En commençant par dire que naturellement c'est un sujet qu'on suit avec la plus grande attention pour au moins 3 raisons. D'abord, l'impact de ces questions économiques sur l'offre qui est proposée au public et la qualité, la diversité de l'offre est au cœur des objectifs de la régulation audiovisuelle. Deuxièmement, parce que ça structure très fortement le paysage audiovisuel, non seulement le paysage audiovisuel français, mais désormais le paysage audiovisuel international. Et puis, de manière plus indirecte, parce que ces questions de droits sportifs ont des impacts collatéraux assez forts sur d'autres sujets qui relèvent de la compétence du ministère. Je pense évidemment au financement de la création audiovisuelle et cinématographique par le truchement des obligations d'investissement. Et je fais bien sûr référence au cas du groupe Canal+, qui est le premier financeur du cinéma français et dont le modèle est fortement percuté par ces transformations du marché des droits sportifs. Mais il n'y a pas que Canal. Je dirais, si on s'intéresse par exemple à Amazon, le sujet de la retransmission du sport, enfin de la captation de certains droits sportifs par Amazon a des conséquences indirectes sur des questions de financement de la production et des questions de calcul de l'assiette qui sert de base au calcul des obligations. C'est une problématique extrêmement compliquée des offres couplées qu'on a eu à traiter dans le décret d'ISMAD. Et demain, le régulateur audiovisuel devra isoler une assiette des obligations et devra se poser la question du traitement dans ce cadre des offres sportives d'Amazon. Donc ça, voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas, évidemment, à la DGMI se désintéresser de ces questions. Je dois tout de suite préciser qu'on les suit en lien étroit et quasi quotidien avec nos collègues de la direction des sports, avec lesquels on travaille très bien. Pour ce qui nous concerne, nous, plus spécifiquement, nos compétences, elles sont assises fondamentalement sur les quelques dispositions de la loi de 86 sur la liberté de communication qui concernent spécifiquement la diffusion du sport à la télévision ou plus généralement dans l'audiovisuel. On rentrera, je crois, après dans le détail parce que ça fait partie de vos questions. Mais ce qu'on peut dire de manière un peu générale, c'est que la loi de 86, elle traite cette question du sport selon plusieurs angles. Le premier, c'est évidemment à travers le rôle spécifique de l'audiovisuel public, et je sais que vous avez des questions là-dessus, puisque c'est la loi qui assigne à l'audiovisuel public un certain nombre de missions qui sont ensuite déclinées dans les cahiers des charges. Le deuxième angle, qui n'est pas propre à l'audiovisuel public, c'est l'objectif de garantir au public l'accès à une offre diversifiée de programmes. Ça veut dire à la fois, ça se traduit à la fois par des dispositions dans les conventions des chaînes, ça se traduit par le dispositif EIM sur lequel je vais revenir et les événements d'importance majeure, et également par un dispositif qui est aujourd'hui qui fait l'objet de moins de débats, mais qui est important aussi, qui est le dispositif des brefs extraits, des courts extraits, qui sont l'un des éléments juridiques qui permet de garantir au public un accès non pas aux retransmissions sportives en tant que telles, mais à l'information sur les compétitions sportives en clair, absolument. Et puis le dernier objectif, je le mentionne, il est moins structurant, mais il n'est pas anodin pour autant, c'est que la loi de 86 assigne aux diffuseurs un certain nombre d'obligations pour contribuer à la lutte contre le dopage, obligations dont la mise en œuvre est suivie par le CSA et dont le respect est encore incomplet, mais progresse. Et puis, je m'en voudrais de ne pas citer un dernier aspect du sujet qui nous intéresse, nous, à la DGMI, sur lequel on n'a pas la compétence directe et qui n'est pas dans la loi de 86, qui est évidemment le sujet que j'ai évoqué rapidement, du piratage sportif, qui relève plutôt du Code de la propriété intellectuelle, donc de nos collègues du secrétariat général, mais qu'on suit évidemment étroitement avec eux et sur lequel il y a eu des avancées très significatives dans le récent projet de loi sur les œuvres culturelles à l'ère numérique.
Si j'ai encore un tout petit peu de temps, à moins que vous vouliez passer aux questions-réponses. Allez-y, parce que ça permet déjà de répondre à des questions en même temps que, donc, notamment sur le décret que vous voulez peut-être aborder maintenant. Allez-y, allez-y. Merci, c'était effectivement mon dernier point. Je voulais, avant d'entrer dans le vif de vos questions sur le décret EIM, sur lesquels on va revenir, faire un bref rappel général de ce qu'est, de ce que n'est pas ce décret EIM. Donc EIM, événement d'importance majeure, vous le savez. Ce dispositif, il est certes encadré dans un décret, mais en fait, il trouve son fondement dans le droit européen, puisque c'est la directive SMA, qui, d'ailleurs, bien avant sa révision récente, prévoit une faculté pour les États membres d'imposer aux diffuseurs relevant de leurs compétences un certain nombre d'obligations dont l'objectif est, je cite, de garantir que l'exercice par un service de télévision à accès restreint d'un droit exclusif de diffusion ne prive pas une part importante du public d'y accéder sur une télévision à accès libre. Et tous les mots sont importants dans cette disposition. Alors, ce principe a été transposé en droit français, c'est-à-dire que l'État français a fait usage de la faculté que lui offrait la directive SMA, c'est l'article 20-2 de la loi de 86, et son décret d'application de 2004. Ce décret, il a un double intérêt. Le premier sur lequel tout le monde se focalise, c'est qu'il définit la liste des EIM. Et c'est ça qui suscite beaucoup de débats. Quand on parle EIM, on parle souvent de la liste des EIM. Mais le décret, il ne fait pas que ça. Il définit aussi le mécanisme des EIM, que la loi ne définit pas et que la directive SMA ne définit pas davantage. Et ce mécanisme, il est le suivant. Il prévoit qu'un service de télévision à accès restreint, on va dire une chaîne payante pour parler français, lorsqu'il détient des droits exclusifs de diffusion d'un événement d'importance majeure, il a le choix entre deux choses. Soit lui-même, il retransmet cet EIM en clair et dans des conditions qui permettent qu'au moins 85% des Français y aient accès. Soit, s'il ne fait pas ça, il propose à des diffuseurs en clair d'acquérir des droits de diffusion, donc il les rétrocède, avec des conditions qui sont un délai raisonnable et des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires. Mais il doit le proposer. Et le décret dit bien, en toutes lettres, que s'il le propose et qu'il n'y a pas d'offre, ou en tout cas pas d'offre qui réponde à ces conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, alors le diffuseur payant retrouve la possibilité de diffuser en exclusivité et en payant l'événement en question. Et ça, c'est très important parce que ça pose des questions sur l'effectivité du dispositif. Alors, ce que je voudrais préciser aussi sur le décret EIM, c'est que c'est un dispositif qui est intrusif. En tout cas, qui vient empiéter sur des principes traditionnels de libre prestation de services, de droit de propriété, de liberté de concurrence, etc. Et donc, pour ces raisons, il est encadré. Et je l'ai dit, il est encadré au niveau européen, il est encadré par une procédure qui est assez lourde, parce que concrètement, quand on veut retoucher le décret EIM, on doit non seulement faire une consultation publique, puisque la directive SMA exige une procédure claire et transparente, je crois, ce qui a été fait plusieurs fois et on va y revenir. Comme tout décret concernant l'audiovisuel, il doit être soumis à l'avis du CSA. C'est un décret en Conseil d'État. Et surtout, ce décret, il est soumis à l'avis de la Commission européenne qui vérifie de manière extrêmement vigilante que la liste qui est adoptée par un État membre est bien compatible avec les critères de définition d'un événement d'importance majeure. Ces critères, ils sont au nombre de 4. Alors, il faut que je les retrouve. L'événement doit rencontrer un écho particulier dans l'État membre, participer de l'identité culturelle nationale. Pour les sports collectifs, l'équipe nationale y participe. Et enfin, cet événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission sur la télévision gratuite et mobilise un large public dans l'État membre. Par où on voit d'ailleurs qu'il y a un petit côté conservateur ou autoréalisateur dans ce schéma, puisque l'un des critères, c'est de savoir si l'événement est traditionnellement diffusé en gratuit. Donc ça, il y a 4 critères. La Commission n'exige pas que les 4 soient remplis simultanément, mais il faut qu'au moins que l'événement qui est inscrit sur la liste remplisse 2 de ces 4 critères. Et le contrôle, et on va y revenir quand on fera un peu l'historique du dossier, mais le contrôle, ça a beau être juridiquement un contrôle restreint, il est en fait assez tatillon, je dirais, de la part de la Commission, sans que ce soit péjoratif. Donc, ce qui est important de retenir, au-delà de ces procédures et de ces critères, c'est que, et il y a souvent un contresens qui est fait autour de ce décret EIM que j'aimerais d'emblée dissiper, c'est que le rôle du décret EIM, c'est pas de décréter qu'un événement est d'importance majeure, c'est de le constater.
Et cette différence est assez essentielle, parce que ça veut dire concrètement que la finalité du dispositif EIM, ça n'est pas de garantir la diffusion à la télévision d'événements qu'ils ne seraient pas ou pas assez exposés. C'est pas ça la finalité du décret EIM. C'est de protéger la diffusion gratuite contre des risques d'accaparement par les diffuseurs payants des droits de diffusion. Autrement dit, pour inscrire un événement sur la liste des EIM, il faut qu'il ait déjà, qui remplisse ces critères qui permettent de le qualifier d'importance majeure. Ce qui veut dire que les objectifs, si louables soient-ils, de promotion de telle ou telle discipline dont on estime d'ailleurs à juste titre qu'elle n'est pas assez exposée et qu'elle devrait l'être davantage, ces arguments-là ne sont pas audibles pour la Commission parce qu'ils ne sont pas, ils ne correspondent pas à l'esprit de ce que c'est que le décret EIM, qui encore une fois n'a pas cet objectif-là. Je vous en prie. Allez, j'en profite pour poser une question parce que c'est très intéressant. Merci de rentrer dans le détail. Et vous l'avez dit, les mots sont tous très importants. Et puis, au fur et à mesure de votre discours, en tout cas à titre personnel, ça m'appelle quelques réflexions. Notamment une, où on a interrogé beaucoup d'acteurs sur ce décret. Il y avait une volonté, qu'on peut même qualifier de volonté politique, de faire la promotion du sport féminin. Je comprends de votre explication que ce n'est pas... c'est de protéger un événement qui serait par nature donc déjà considéré comme d'importance majeure, c'est-à-dire avec déjà une forme de notoriété. Ok. Est-ce que protéger le sport féminin par une actualisation au travers d'un décret EIM déjà est réalisable, je vais dire techniquement? Alors, vous avez très bien résumé. Pour inscrire un événement ou une compétition sur la liste du décret EIM, il faut pouvoir démontrer qu'elle bénéficie déjà. Alors, les critères ne disent pas notoriété, mais c'est un peu ça que ça veut dire. C'est l'engouement autour de la compétition elle-même, le fait qu'elle fasse de l'audience lorsqu'elle est retransmise à la télévision. Puis il y a des critères un peu plus flous, comme participer de l'identité culturelle nationale. Bon, là, on est sur un terrain un peu plus subjectif, mais c'est pas anodin. Et puis, je l'ai dit, le fait que l'événement soit traditionnellement diffusé en gratuit. Ce qui veut dire, encore une fois, que si on prend un sport qui aujourd'hui n'est pas du tout diffusé à la télévision, ça va être compliqué de le faire rentrer dans le décret EIM. C'est beaucoup plus facile de faire rentrer dans le décret EIM un événement qui a été diffusé à une époque en gratuit, qui est passé sur le payant et dont on veut protéger la diffusion gratuite. Maintenant, je réponds à votre question sur le sport féminin, parce qu'on a là-dessus un historique assez intéressant. L'objectif politique, il est évidemment partagé par le gouvernement, en particulier par le ministère de la Culture. C'est un enjeu plus général d'égalité femmes-hommes. Donc le souhait d'avoir plus de sport féminin à la télévision publique, privée, gratuite, payante, il est partagé. Le fait qu'en plus ce soit à la télévision gratuite pour lui garantir une visibilité qui derrière va permettre de déclencher un cercle vertueux parce que ça va faire naître des vocations de jeunes filles qui vont avoir envie de faire du sport, tout ça est très partagé. On a fait en 2013, je crois, je reprends mes notes, une première tentative, c'était dans la foulée d'un comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité du 30 novembre 2012, qui, au titre de cette politique visant à déconstruire les stéréotypes et à promouvoir l'égalité, avait acté une révision de la liste des EIM pour y intégrer les compétitions, davantage de compétitions féminines. On avait, comme on fait toujours, fait une consultation publique autour de cette extension, en la concentrant sur les deux sports collectifs qui retenaient l'attention à l'époque, c'était le football et le rugby. Donc on avait au total 6 compétitions, 3 de football et 3 de rugby, qu'on se proposait d'inscrire sur la liste. Et puis la Commission s'y est opposée, la Commission européenne, au nom des critères que je rappelais, au motif que les chiffres d'audience ne démontraient pas un engouement du public français. Ça, c'était en 2013. Le sujet est revenu sur la table, j'empiète un peu sur votre question ultérieure sur la succession des consultations, mais enfin, puisque vous me posez la question, il est revenu sur la table avec le rapport Assouline, qui a reposé cette question de la féminisation de la liste, si on peut dire. Alors, avec plusieurs niveaux d'ambition possibles, on peut aller jusqu'à féminiser de manière absolue en gommant toute notion de genre dans le décret, en ne visant que des compétitions, qu'elles soient masculines ou féminines, ou on peut, de manière moins ambitieuse, rajouter un certain nombre de compétitions féminines. Bon, donc ça, il y a une question de niveau d'ambition.
ce qui est intéressant, c'est que quand cette proposition a été formulée par le rapport Assouline, on a fait une nouvelle consultation publique en 2017, une première consultation générale et ouverte, sans proposer de liste en particulier, qui a révélé un consensus qui n'est pas si fréquent sur cette affaire entre les acteurs du sport et les acteurs de l'audiovisuel pour supprimer toute notion de genre dans les disciplines déjà présentes. C'est-à-dire, en disant, lorsqu'une compétition est visée dans le décret UIM, eh ben, le pendant féminin de la compétition masculine doit, et donc on gomme toute notion de genre. En revanche, il n'y avait pas de consensus pour aller au-delà et rajouter des nouvelles disciplines. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. On a, sur cette base, nous, essayé de faire un travail justement instruit par l'expérience de 2013, la fin de non-recevoir à laquelle on s'était heurté, de faire un travail un peu fin pour voir si tout passait bien dans les fourches codines de la commission. Et on a proposé en 2019 une nouvelle consultation publique, cette fois avec une liste explicite d'événements qui a rencontré diverses objections et qui s'est heurté à un désaccord entre, en gros, les services payants et les services gratuits. J'y reviendrai. Ce qui est important de dire, donc, il n'y a pas eu de suite à cette nouvelle consultation publique, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir. On n'a pas enclenché la procédure de modification de la liste. Ce qu'on pense, nous, sous le contrôle de mes collègues, c'est que aujourd'hui, si on devait retourner devant la Commission européenne avec une liste féminisée, on a des arguments très puissants pour la convaincre qu'on n'est plus en 2013 et que ce qu'elle nous a opposé en 2013, savoir un défaut d'engouement du public français, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et le meilleur argument, c'est évidemment les énormes succès d'audience de la Coupe du Monde féminine de football en 2019. Les 3 meilleures audiences de l'année 2019, tout programme confondu, c'est 3 matchs de foot de l'équipe de France féminine de football. Et ça, c'est quand même un argument, je pense, assez imparable, au moins pour ce qui concerne le football féminin. Après, il y a la question de jusqu'où on peut aller sur les autres disciplines féminines. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une féminisation complète de la liste? Nous, on pense que oui, mais ça, c'est un débat qui est devant nous. Deuxième sujet, en fait, qui a donné lieu à des réflexions sur l'actualisation, le sport paralympique. Enfin, le sport paralympique, pardon. Le sport adapté, le parasport, pardon. Mais d'ailleurs, ou non, parce que je parle des Jeux paralympiques qui ne sont pas concernés. Est-ce que... les Jeux paralympiques, ouais. Et est-ce que là, on est dans le cadre du sport féminin de 2013, pas dans celui de... Très bonne question. Alors là-dessus, on n'a pas de jurisprudence, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais proposé à la Commission d'intégrer soit le handisport en général, soit les Jeux paralympiques en particulier. Voilà, on est d'accord. Sur les Jeux paralympiques, je dirais que c'est un peu, et pardon pour la comparaison, je précise, un peu la même problématique pour le sport féminin, c'est qu'on a des chiffres qui montrent un vrai engouement du public français. Donc là aussi, on a des bons arguments. Et on a par ailleurs un consensus de la place entre les acteurs du sport et les acteurs de l'audiovisuel pour intégrer les Jeux paralympiques à la liste. Alors, ce n'est pas un argument qui émeut beaucoup la Commission, qui ne regarde pas si c'est consensuel ou pas, qui regarde si ça remplit les critères. Mais c'est quand même un élément de contexte important. Mais par contre, s'il s'agit du championnat du monde de natation, donc de parasport, parce que je crois que c'était une remarque qu'on avait entendue, et le fait de dire qu'en Italie, ils avaient diffusé, il me semble, le championnat du monde de parasport, c'était de natation, pardon, excusez-moi. Oui. Et donc ça avait provoqué vraiment après en Italie une recrudescence de jeunes nageurs qui avaient cartonné d'ailleurs ensuite aux Jeux paralympiques. Donc ça, ce serait plus délicat, si je vous en... Je pense qu'en effet, ce serait plus délicat parce qu'on aurait moins d'arguments sur l'engouement, parce que la Commission européenne ne regarde pas par discipline, elle regarde par événement, naturellement. Pardon, au risque d'être un peu insistant, quand bien même on inscrirait ce type de discipline ou de compétition dans la liste des EIM, on ne garantit pas que ce sera diffusé. Si personne ne veut le diffuser, ce n'est pas le décret EIM qui va l'empêcher. Voilà, merci, parce que c'était la deuxième partie. Et je m'étais exprimé dans l'hémicycle d'ailleurs, et j'avais un peu justement challengé notre ministre de l'Agriculture pour
savoir un peu si on pouvait avoir des éléments d'évaluation de ce décret en termes d'efficience, puisque ce sont des moyens qui sont donnés, mais maintenant, voilà, on voudrait passer des moyens au résultat quelque part. Donc, moi, ce que j'entends, votre dernière remarque est très importante. Juste si vous pouvez détailler la mécanique, alors je ne sais pas si elle est très très encadrée, mais donc il y a obligation, on va dire, les obligations et les droits de chacun. Obligation donc dans le cadre donc d'un événement qui est d'ores et déjà protégé, d'un diffuseur donc à accès restreint, de proposer, de rentrer en relation avec un diffuseur donc en clair, quel qu'il soit, public, privé. Est-ce qu'il y a un délai pour... Et donc, par contre, et c'est ce que vous venez de dire, le diffuseur en clair n'a aucune obligation en cela. Donc là, on est dans j'ai envie de dire, une relation commerciale. Est-ce qu'il y a... Première question, c'était, est-ce qu'il y a un temps qui est encadré et un délai maximal, j'ai envie de dire, d'attente de réponse de la part donc, du diffuseur en clair pour pouvoir s'exprimer ou pas? Alors, je rappelle d'abord qu'il y a 2 prérequis qui sont nécessaires pour que le dispositif EIM s'applique. Le premier, c'est que l'événement soit inscrit sur la liste. Le deuxième, c'est qu'un diffuseur, qu'on dit à accès restreint, c'est-à-dire une chaîne de télévision payante, ait acquis les droits. Donc, c'est quand même, ça restreint déjà un petit peu l'ampleur du sujet. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de compétitions pour lesquelles il n'y a pas de diffuseur payant, ni diffuseur gratuit parfois, et là le décret EIM ne s'applique pas. Bon. Si un diffuseur payant a acquis les droits à titre exclusif, il a le choix dans le décret de 2004. Il a un choix entre 2 possibilités. La première, c'est lui-même de décider de diffuser l'événement en clair. Et à la seule condition que cette diffusion en clair soit accessible à au moins 85% de la population française. Et je vais faire une petite parenthèse là-dessus, si vous le voulez bien. Ça veut dire concrètement que je suis, on va prendre un exemple, je suis Canal+, je suis une chaîne cryptée mais avec des plages en clair. Je peux décider, plutôt que de rétrocéder les droits pour une diffusion gratuite à un autre diffuseur, de moi-même le diffuser en clair, puisqu'en plus j'ai une chaîne de la TNT avec des plages en clair. Alors, ça a été, moi j'ai un exemple en tête qui est d'ailleurs assez intéressant parce qu'il montre les difficultés que soulève ce dispositif. C'est l'exemple d'Altis et de la Ligue des champions de football, la finale de la Ligue des champions de football. Altis avait les droits, et les a encore, je crois, jusqu'en 2022, de la Ligue des champions de football. La finale est un événement d'importance majeure. En 2019, je vous dis ça de mémoire, mais mes collègues me corrigeront. En 2019, merci Jordan, Altis décide... C'est où? Ah oui. En 2019, Altis, pour se conformer à la réglementation, décide de le diffuser sur une de ses chaînes en clair, qui était la chaîne BFM TV. Le problème, c'est que là, ça se heurte au fait que la chaîne BFM TV, elle a une convention et qu'elle ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, le CSA met en demeure BFM TV en disant ça n'est pas prévu dans votre convention que vous diffusiez en direct et en intégralité un événement sportif. Ce n'est pas la nature de votre chaîne. Donc, ça montre bien que ce n'est pas si simple pour une chaîne payante de diffuser pour un diffuseur à accès restreint de diffuser en gratuit. Et ce qu'ils ont fait ensuite, c'est l'année suivante, en 2020, ils ont rétrocédé les droits à TF1. Donc la finale a été diffusée par TF1. Et l'année suivante encore, en 2021, ça a été diffusé en clair sur une autre chaîne du groupe, qui est la chaîne RMC Story, parce que cette fois, le CSA a considéré que c'était compatible avec les termes de la Convention. Donc ça veut bien dire que cette première branche de l'alternative, qui est une diffusion en clair, elle pose des difficultés, elle n'est pas toujours simple à manipuler, et elle pose aujourd'hui une difficulté nouvelle qui n'avait pas été envisagée en 2004, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'autres moyens que la TNT pour diffuser en clair. Vous pouvez diffuser la compétition sur votre site internet, sur une plateforme, voire sur les box des opérateurs, mais il faut qu'il y ait une couverture de 85%. Qu'est-ce que ça veut dire une couverture de 85% si on applique à Internet? C'est quand même, quand on dit qu'il y a des sujets d'actualisation du décret EIM, bien sûr il y a la liste, mais il y a aussi ce genre de questions-là qu'il faut se reposer aujourd'hui. C'est quoi un service à accès gratuit aujourd'hui en 2021 et plus en 2004? Donc je ferme la parenthèse. Ça c'est la première option, c'est le diffuseur payant qui lui-même organise la diffusion gratuite de l'événement. Et puis, l'autre option, c'est de proposer, comme vous l'avez dit, de proposer au marché, donc à l'ensemble des diffuseurs gratuits, d'acquérir
en sous-licence, en quelque sorte, les droits de diffusion pour diffuser l'événement dans des conditions qui respectent donc une diffusion gratuite pour 85% de la population française. Et là, pour répondre à votre question, c'est pas particulièrement encadré, en tout cas, ça n'est encadré que par des formules un peu générales dans le décret, qui dit que cette proposition doit être faite dans un délai raisonnable, sous-entendu suffisamment en amont, pas la veille de l'événement, et dans des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires. Donc, évidemment, c'est un peu flou. Et ça fait l'objet d'un contrôle ex post. Ça renvoie d'ailleurs à l'une de vos questions, et à une proposition qu'avait fait le Conseil d'État dans son rapport. Ex post, le CSA, qui est le gardien de la loi 86 et en particulier du dispositif EIM, va vérifier si le diffuseur payant a bien proposé des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires. Alors, une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il faut aller au-delà? Donc, pardon, avant d'arriver à cette question. Alors, ça pose plusieurs questions. Il y a celle que vous mentionnez à l'instant, le contrôle a priori, c'est-à-dire en gros, dire plutôt que de contrôler ex post si les conditions de marché étaient équitables, raisonnables et non discriminatoires, on va fixer un prix ex ante, je dirais. Bon, ça, c'est pas le choix ni du législateur ni du pouvoir réglementaire à ce jour. C'est pas vraiment le rôle traditionnel du CSA, qui n'a pas de pouvoir de ce type dans d'autres de ces domaines de compétences. On peut faire un parallèle avec la question de la reprise du signal et des relations entre éditeurs et distributeurs. Il y a eu un peu une problématique du même genre quand les éditeurs se sont mis à vouloir faire payer les éditeurs gratuits, TF1, M6 et autres, se sont mis à faire payer leur signal par les distributeurs, donc par les box des FAI. Et s'est posé la question de quelle régulation on pouvait trouver pour empêcher que ça se traduise par des écrans noirs et des coupures de signal. Et une des idées à un moment, c'était de dire il faudrait que, quand il y a un litige, quelqu'un fixe le prix, et ça pourrait être le CSA. On n'est pas allé jusque-là parce que c'est pas exactement dans la tradition dans la conception qu'on se fait du rôle du régulateur, et que par ailleurs, c'est quand même extrêmement intrusif d'aller dans les mécanismes de fixation administrative des prix. On a connu ça il y a quelques décennies. C'est autrement plus intrusif que le simple mécanisme du décret EIM. Donc, par ailleurs, et j'aurais dû commencer par là, parce que mes équipes me le rappellent à chaque fois, mais il n'y a jamais eu de problème, en fait, dans la mise en œuvre du décret EIM. Et je crois que c'est un point extrêmement important à rappeler avant de se poser toutes les questions sur est-ce qu'on peut l'améliorer, etc. En pratique, nous n'avons, pas connaissance d'un seul cas, je ferai une petite précision juste après, pas un seul cas où un EIM aurait été acquis par un diffuseur payant et diffusé en exclusivité sur une chaîne payante. Ça n'est pas arrivé. Ça veut dire qu'à chaque fois, on trouve une solution, il y a un diffuseur gratuit qui se présente, ou le diffuseur payant trouve un moyen lui-même pour diffuser en clair. Il y a un cas, je crois, qui était mentionné dans le rapport du sénateur Assouline, mais dont nous, on fait une analyse un peu différente et dont on ne pense pas qu'il soit un cas de dysfonctionnement du décret EIM. Enfin, je ne m'étends pas là-dessus. Non, mais je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais je vais quand même le dire. Nécessairement, donc, je raisonne en même temps que je vous parle, en fait. Nécessairement, un événement qui est sur la liste des décrets EIM en termes de valorisation, puisqu'il n'y a plus l'exclusivité de la diffusion, par définition, va donc participer à, en tout cas, donner moins d'impétence peut-être aux chaînes à accès restreint, de l'acquérir, de le valoriser. Donc j'ai envie de dire, et là je me positionne plutôt du côté du mouvement du sport, c'est-à-dire financement du sport, dans le cas où en plus des diffuseurs, mais c'est pas le cas a priori de ce que vous me dites, des diffuseurs donc en clair ne tardent à répondre ou pas, ou en tout cas ne sont pas aussi motivés. Voilà, donc il y a cet aspect aussi des choses qui fait que peut-être que des événements par définition sur les listes EIM sont des événements qui économiquement perdent de leur valeur et du coup donc en fait perdre aussi au financement du sport. Ça, je crois que c'est incontestable. Je crois que la finalité poursuivie par le dispositif EIM, qui est celle de garantir un accès gratuit, a pour conséquence mécanique de faire que ces événements, ne pouvant pas être acquis par des diffuseurs payants pour une diffusion payante, perdent nécessairement de leur valeur au sens purement économique du terme. Ça, je crois que ça ne fait pas de doute. Mais c'est pour ça que je raisonnais, je vous disais, je raisonnais à voix haute, parce que je me dis qu'en même temps, c'est pour faire en sorte qu'il soit visible,
enfin, quand on réfléchit à l'actualisation du décret, qu'il soit visible pour leur permettre d'avoir un modèle économique. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'excuse à nous faire participer. Je vois très bien, et c'était d'ailleurs un point que je voulais aborder sur l'une de vos questions, qui était l'affaire Ligue 1 Mediapro, parce que je crois que là, on est sur un sujet un peu court terme, moyen terme, ou pour le dire autrement, valorisation économique au sens le plus étroit du terme, et valorisation entendue aussi dans un sens plus large, incluant la visibilité de l'événement, ce qui renvoie aussi à vos questions sur les critères qualitatifs des appels d'offres d'ailleurs. Pour finir de répondre à votre question sur le mécanisme EIM, donc, il est important de retenir que si le diffuseur payant a rempli ses obligations en termes de... S'il a formulé une proposition dans un délai raisonnable et dans des conditions équitables et non discriminatoires et qu'il n'y a pas de diffuseur gratuit, il retrouve le droit de le diffuser en payant. Donc il peut arriver, sans que ce soit un dysfonctionnement du décret EIM, il peut arriver, en théorie, qu'un EIM soit diffusé, enfin, reste diffusé en payant parce qu'il n'a pas trouvé preneur sur le marché gratuit. Encore une fois, nous, on n'en a pas d'exemple. Si on voulait surmonter... et là aussi j'anticipe sur une de vos questions, mais je crois qu'on a un peu dérivé par rapport au questionnaire. Si on voulait surmonter cette difficulté qui, à ce stade, n'est que théorique, il y a plusieurs scénarios imaginables, et c'est pour ça que, de notre point de vue, la révision du décret EIM ne peut pas se limiter à la question de la liste, mais doit aussi poser la question du mécanisme, et j'y reviendrai après de son champ d'application, parce que c'est encore une autre difficulté. Sur le mécanisme lui-même, si on voulait garantir de manière encore plus effective la diffusion gratuite des EIM, on pourrait imaginer plusieurs choses. Vous posez la question de l'obligation de résultat, en gros. Puisque c'est vrai que, en quelque sorte, on peut dire que le décret aujourd'hui, dans ses articles 4 et 5, ne prévoit qu'une obligation de moyens. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement, une obligation de résultat? C'est pas simple. On ne peut pas obliger un diffuseur gratuit, lequel, à acquérir les droits. On ne va pas demander à l'audiovisuel public, quand personne ne veut acheter, de se substituer au marché. Non, a priori, personne n'a envie de faire ça. En revanche, ce qu'on pourrait imaginer d'un point de vue, mais là je parle d'un point de vue théorique, hein, et encore une fois je ne suis pas sûr que ça réponde à une vraie difficulté, c'est un peu ce qu'avait proposé le Conseil d'État dans son rapport de 2019, c'est de changer à la marge le décret pour dire que, de renverser un peu, ou de présenter un peu différemment l'alternative qui est celle du décret aujourd'hui, c'est de dire le diffuseur payant, il doit proposer au diffuseur gratuit dans des conditions équitables, etc. S'il ne trouve pas de diffuseur gratuit, alors il a l'obligation de lui de diffuser en clair. Et là, on aurait vraiment une obligation de résultat. Simplement, ça c'est pas inintéressant, c'est plus intrusif que le système actuel, enfin c'est plus contraignant, plus exactement, mais on va retomber sur les questions que j'évoquais tout à l'heure, de c'est quoi une diffusion gratuite? Ça veut dire quoi pour un diffuseur payant de diffusion gratuite si ça le conduit à violer les termes de la convention qu'il a conclue avec le CSA qui dit précisément ce que chaque chaîne a le droit de diffuser, quelles sont les plages de diffusion cryptée, de diffusion libre, etc. Est-ce que diffuser sur un site internet, ça remplit la condition du décret, qui n'est pas que dans le décret, qui est dans la directive SMA elle-même, de diffusion sur un service de télévision en clair? La directive, alors on va y revenir après parce qu'il y a des questions de périmètre, mais on parle aujourd'hui de diffusion sur un service de télévision. Si vous avez un site internet et que juste pour la durée d'un match, vous retransmettez ce match, c'est pas un service de télévision. Donc ça remplit pas formellement la condition du décret. Donc autrement dit, si on voulait aller dans la direction que le Conseil d'État propose, qui n'est pas inintéressante, qui est plus protectrice, il faudrait se reposer la question de la définition de ce que c'est qu'une diffusion en clair. Et puis pour être complet, il y a encore une autre piste possible qui était celle du rapport Assouline, qu'on avait d'ailleurs ensuite soumis à consultation, qui est de remonter la question d'un cran, et plutôt que de s'intéresser au comportement des diffuseurs payants, d'aller remonter la question au niveau de l'attribution des droits. Et on pourrait imaginer, et je précise que cette proposition n'a pas fait consensus quand on l'a soumise à consultation, mais le sénateur Assouline avait imaginé qu'on puisse contraindre les détenteurs de droits, c'est-à-dire les ligues et les fédérations, lorsqu'ils attribuent ces droits, à isoler les EIM dans un lot distinct et à soumettre ce lot EIM à un processus spécifique avec une première phase réservée aux diffuseurs gratuits. En d'autres termes, au lieu d'avoir une mise en concurrence immédiate de l'ensemble des diffuseurs gratuits et payants, on aurait une première phase réservée aux diffuseurs gratuits, enfin un premier tour du marché, et seulement en cas d'infructuosité, on ouvrirait ce lot EIM à des diffuseurs payants. Donc là, ça ne remplirait pas l'idée d'une obligation de résultat, mais on augmenterait nos chances d'avoir des diffuseurs gratuits pour les EIM, puisque étant seul soumissionnaire autorisé pour la première phase,
ils ne seraient pas en concurrence avec les diffuseurs payants, donc ils auraient plus de chances d'obtenir ces droits. Mais à rebours, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire aussi mécaniquement qu'on fait baisser la valeur des droits afférents, puisqu'on restreint la concurrence, donc on restreint le nombre de diffuseurs susceptibles de candidater. On le restreint en diffuseurs gratuits qui n'ont pas les mêmes possibilités de valorisation, parce que eux, leur modèle, c'est la publicité, et rentabiliser une compétition très chère avec uniquement des recettes publicitaires, c'est compliqué, on le voit tous les jours, que ce soit dans l'audiovisuel privé ou dans l'audiovisuel public. Donc, c'est bien pour ça que lorsqu'on a soumis cette idée à la consultation publique, la proposition a été reçue avec un enthousiasme très modéré, à la fois de la part des détenteurs de droits sportifs et des diffuseurs payants. Mais je le mentionne parce que ça fait partie des options qui sont sur la table si on voulait rendre le dispositif encore plus contraignant. Je rappelle à nouveau que la nécessité de le rendre plus contraignant ne nous apparaît pas avec une évidence réelle, puisque on n'a pas constaté de vrais dysfonctionnements. Juste, je reviens sur le dernier point, c'est le périmètre, hein, notamment au regard de Amazon. Oui, Amazon, comment on le considère là dans le... Alors c'est une très bonne question qui explique, par parenthèse, pourquoi on ne s'est pas précipité pour modifier la liste. Parce qu'en fait, non seulement la dernière consultation publique qu'on ait faite sur le sujet, donc en avril-mai 2019, non seulement a montré qu'il n'y avait pas de consensus entre les acteurs, mais après tout, on peut quand même prendre des décrets quand il n'y a pas de consensus, ça nous arrive. Mais surtout, ce qui nous est apparu, c'est que le marché était en pleine mutation. Alors il y avait bien sûr la crise Mediapro, la crise sanitaire qui a entraîné tous les bouleversements qu'on sait sur le marché du droit sportif, mais plus fondamentalement, il y avait cette irruption de nouveaux acteurs sur le marché de la diffusion, ces acteurs numériques. Et évidemment, on pense, pour ce qui concerne le marché français et les droits du football, à Amazon, à travers son service Amazon Prime. Aujourd'hui, Amazon Prime, dans notre analyse, mais qui gagnerait à être expertisé un peu plus avant, c'est qu'Amazon Prime, dans son service, dans sa composante football, n'est pas un service de télévision. Parce qu'un service de télévision, c'est défini dans la directive SMA et c'est une suite ordonnée de programmes organisés dans une grille. Si vous êtes abonné ou si vous avez déjà eu l'occasion de regarder le service Ligue 1 d'Amazon Prime, il diffuse, c'est pas une chaîne qui diffuse en continu ou même quelques heures par jour, ça diffuse les matchs pendant le temps du match et après on peut les regarder en replay si on veut. C'est pas une chaîne de télévision proprement parler. Donc ça veut dire que ça n'est pas soumis au décret EIM actuel et que même si on voulait l'y soumettre, il faudrait élargir et faire rentrer probablement les services de médias audiovisuels à la demande, parce que c'est probablement de cette catégorie que relève Amazon Prime, mais on se heurterait alors à un problème de droit européen, puisque la directive SMA, quand elle offre une faculté aux États membres de contraindre la diffusion des EIM, elle le fait à l'égard des services de télévision. Elle n'a pas été actualisée sur ce point-là. Alors même qu'on a fait rentrer les SMAD dans la directive SMA pour plein d'autres sujets, notamment les obligations de financement de la création, pour ce qui est des événements d'importance majeure, elle continue de ne parler que de services de télévision. Donc on n'a pas de base en droit européen pour venir étendre notre décret et l'appliquer aux services non linéaires, qui ne sont pas les services de télévision, à quoi s'ajoute... Donc ça, c'est une première différence. Le fait que le siège social de Prime Video soit à Munich, en Bavière. Je ne parle même pas du siège d'Amazon, par ailleurs, et ses représentations en Europe. Est-ce que ça, par exemple, au regard de la directive européenne, c'est une source de distorsion au regard des obligations voilà, je pense à la production audiovisuelle. C'est l'autre question à laquelle j'arrivais. Il y a la question du champ matériel, que je viens d'évoquer, et il y a la question du champ territorial, vous m'avez devancé, qui est au moins aussi complexe, parce que la directive SMA, dans son article 14, qui parle des EIM, dit chaque État membre peut prendre des mesures pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle, les chaînes de télé en gros, relevant de sa compétence, ne retransmettent pas d'une manière exclusive des événements que cet État juge d'une importance majeure. Relevant de sa compétence.
Le service Amazon Prime ne relève pas de la compétence de l'État français ou du régulateur français. Il n'en relève que pour un sujet très spécifique, qui sont les obligations de financement de la création, puisqu'on a modifié la directive SMA sur ce point. Mais pour tout le reste, c'est le principe du pays d'origine qui s'applique. Et donc, c'est le lieu d'établissement qui détermine la compétence du régulateur. Ça veut dire que, quand bien même on surmonterait la première difficulté et qu'on intégrerait les SMAD dans le dispositif, il faudrait ensuite surmonter la seconde, qui est la difficulté territoriale, ce qui supposerait, je pense, que le CSA français, ou l'ARCOM demain, se tourne vers son homologue du lieu d'établissement, l'Allemagne en l'espèce, pour lui demander de faire respecter la liste française des EIM. Ça pose des difficultés juridiques extrêmement lourdes. On n'est pas du tout certain que dans ce cadre-là, le régulateur allemand serait tenu de déférer à la demande du régulateur français. Et donc c'est la deuxième difficulté sur le champ d'application de ce décret, si bien que, pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire, on a bien sûr un sujet liste qui est assez bien documenté, parce qu'on a fait beaucoup de consultations sur le sujet, on connaît à peu près les positions des acteurs, il faudrait sans doute les reconsulter, parce que la dernière consultation est un peu ancienne, ça fait maintenant 1 an et demi à peu près, mais on voit à peu près, et il n'est pas juridiquement compliqué, parce que les critères sont connus, les critères de la Commission européenne, ensuite c'est une question de conviction, enfin, c'est une question de fait plus que de droit. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que les événements qu'on veut rajouter sur la liste remplissent bien les critères. Mais il n'y a pas de question juridique compliquée, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est pour la liste. Mais indépendamment de la liste, il y a ces deux questions. La question du processus, du mécanisme et de l'effectivité de la garantie qui est offerte aux téléspectateurs, et la question du champ d'application matériel et territorial, qui fait qu'on a décidé de surseoir à modifier immédiatement le décret EIM pour essayer de traiter non seulement le sujet de la liste, mais aussi ces deux autres sujets qui sont autrement plus délicats. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit, je n'ai pas été peut-être très attentif sur l'impact de l'attribution des droits sportifs, par exemple, de Ligue 1 à Amazon, donc à des opérateurs, on va dire, étrangers plutôt que français, et des impacts en termes de financement de la production donc, audiovisuelle. Pardon. Non, je vous en prie. Alors, votre question renvoie à une problématique extrêmement délicate qu'on a eu à traiter récemment, c'est la problématique des offres couplées. Les obligations de financement de la production en droit français sont assises sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires réalisé en France. Et la directive SMA nous dit que désormais, on avait déjà le droit d'assujettir nos éditeurs installés en France sur la base de leur chiffre d'affaires à des obligations. Maintenant, on a le droit de le faire à l'égard d'éditeurs installés à l'étranger pour le chiffre d'affaires qu'ils réalisent en France. Et donc, on a pris ce décret SMAD en juin dernier qui assujettit des plateformes de vidéo à la demande comme Netflix, Disney+, ou Amazon Prime aux obligations de financement de la création audiovisuelle et cinématographique. Le cas d'Amazon Prime nous a donné beaucoup de fil à retordre parce que c'est, contrairement à Netflix ou à Disney+, c'est une offre couplée qui mélange un service de vidéo à la demande comme Netflix à d'autres services. C'est-à-dire que vous souscrivez un abonnement global qui inclut non seulement de la VAD, mais qui inclut la livraison gratuite et accélérée de tout ce que vous commandez sur Amazon, et également d'autres services de type musique, stockage dans le cloud, photos, il doit y avoir des services de livres, enfin, il y a un éventail de services. Ce n'est pas une problématique qui est complètement nouvelle, parce qu'on a eu déjà à en connaître avec Canal, parce que Canal a développé ce genre d'offres couplées avec de la presse et du livre, et ça a donné lieu d'ailleurs à des débats entre le groupe et le CSA. Ce qu'on a dit dans le décret SMAD, pour essayer de résoudre cette question, qui n'est pas simple, c'est qu'il faut isoler dans le montant de l'abonnement que l'abonné à Amazon Prime acquitte, ce qui correspond à la valeur du service de vidéo à la demande. Ce n'est pas la totalité de son abonnement, puisqu'il paye pour un ensemble de services. Et plutôt que de bâtir dans le décret une méthode de ventilation arbitraire, on a inscrit des grands principes en disant que cette ventilation et cette identification du chiffre d'affaires vidéo au sein du chiffre d'affaires de l'offre couplée devait faire l'objet d'une méthode discutée avec le CSA selon des principes généraux de prise en compte de la valeur économique réelle du service et des pratiques habituelles du marché, des standards comptables, etc. Et donc c'est au CSA d'en discuter avec Amazon. Et ils sont d'ailleurs dans cette discussion en ce moment, puisqu'ils doivent conclure avec eux une convention.
Et donc, c'est dans ce cadre-là que va se poser la question du chiffre d'affaires du service Ligue 1 d'Amazon, mais qui sera moins compliqué, me semble-t-il. Alors, je m'avance un tout petit peu, parce que c'est vraiment du ressort du CSA. Mais à mon avis, elle sera moins compliquée que le reste, parce que la Ligue 1 est vendue par Amazon sous forme d'option par rapport à l'abonnement principal. Donc, son chiffre d'affaires est facile à isoler. Ce qui n'est pas le cas de l'offre de base, où là, on paye une somme globale et où le travail de ventilation est plus compliqué. Le chiffre d'affaires de la Ligue... Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bah, écoutez, moi, je vous remercie, parce que vous avez rendu ça très accessible pour un sujet qui, sur le papier, ne fait pas forcément rêver. Hein. Donc, non, et c'est très pragmatique. Non, bravo pour en tout cas avoir joué le jeu sur les réponses qui n'étaient pas forcément des réponses totalement et strictement dans votre domaine, mais qui étaient, et qu'en tout cas, moi, je considère comme des avis intéressants et enrichissants pour surtout, donc, j'ai envie de dire, s'intéresser aux résultats, voilà, l'objectif de résultat. Et comme on le disait, comme peut-être le disait le président du LOSC, on n'est pas là pour refaire le match, non, on est plutôt là pour regarder devant et savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et donc, ce que vous a, en tout cas, m'a beaucoup intéressé à titre personnel, je pense que le président aussi. Il reste à vous remercier collectivement et puis vous redire tout l'intérêt qu'on a pris à cet échange qui va nourrir de façon très riche notre rapport d'information parlementaire. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, et j'en profite pour vous dire à mon tour que nous, on sera extrêmement attentifs aux conclusions de votre mission, puisque vous l'avez compris, on a ce chantier devant nous, et la contribution que vos travaux apporteront à notre réflexion sera précieuse. Je vous remercie.